So, on y va. Donc comme d'habitude, hein, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations, mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier. On y va. Donc cette semaine, on commence avec une bactérie qui recycle les déchets plastiques en produits chimiques utiles. Donc ça, vous savez que ça fait quelques temps. Hein, on a déjà, d'ailleurs, en France, on connaît bien le système. Hein, vous avez eu plusieurs sociétés qui font du recyclage de plastique avec des bactéries, souvent pour en refaire du plastique, d'accord. Il y a eu des Deinov qui faisaient ça à un certain moment, enfin, il y a eu plus de 3-4 sociétés sur Euronext qui faisaient ça. Il y a eu beaucoup de sociétés aussi qui faisaient ça aux États-Unis. La question qui se pose souvent, c'est une question de coût, hein, et d'industrialisation de votre process. Donc souvent c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que quand vous faites du plastique de base, bah, ça peut tout de suite devenir très complexe. Pourquoi? Parce que le plastique de base, ça a un coût qui est assez faible. Et je vous le dis souvent, la problématique, c'est qu'il faut quand même que votre manière de produire soit intéressante pour les clients. Et ça, malheureusement, dans le recyclage, c'est pas encore le cas. Alors bien sûr, vous avez toujours les gens comme Hermès, comme LVMH qui peuvent se permettre de payer du plastique 4 fois le prix, 5 fois le prix, 6 fois le prix. Parce que pour eux, c'est l'image de marque qui va prévaloir. Et c'est pas les 10 euros que ça a changé sur le prix du produit final qui va changer quoi que ce soit. Mais quand vous êtes autre chose, quand vous appelez Lego ou ce genre de choses, vous pouvez pas forcément... voilà. Donc là, bah, l'idée, hein, c'est quoi? C'est non plus d'aller utiliser du plastique pour aller refaire du plastique, mais c'est d'utiliser des déchets plastiques pour créer des produits chimiques de base, plutôt des produits chimiques complexes, et donc d'avoir une valorisation de ces plastiques qui est un peu plus importante. D'accord. Donc la technique qui est une technique qui est hybride. Elle s'appuie encore une fois, toujours la même chose, sur des molécules qui ont été réingénierées pour manger le plastique et leur donner une seconde vie, etc. Donc voilà. Et c'est converti en une série de produits chimiques utiles. D'accord. Donc en l'occurrence, les produits chimiques pour lesquels c'est converti, ils sont notés un peu plus bas. Donc c'est du B-cétoadipate, d'accord, qui est un polymère assez utilisé, et du polyhydroxyalacanoate, d'accord, qui est une famille de bioplastiques, d'accord, qui est utilisé dans le domaine médical surtout. Donc c'est deux typologies de sous-produits. Il y en a un qui est plutôt utilisé au niveau de l'industrie, etc. Et l'autre au niveau des plastiques médicaux. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que du coup, vous allez cibler des gammes de produits qui sont à un peu plus forte valeur ajoutée. Donc vous avez plus de capacité de travailler. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que malgré le fait que on ait testé plusieurs centaines de manières de recycler le plastique comme ça en réingéniant des molécules. Je suis confiant dans le sens où il continue à y avoir de la recherche derrière et que malgré que la plupart de ces projets n'aient pas abouti commercialement, vous continuez à avoir des gens qui cherchent. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que des fois en recherche, ce qui peut se passer, c'est quand beaucoup de gens ont été dans un domaine et que personne n'a réussi à craquer l'équation économique, l'innovation dans ce domaine-là s'arrête. Les gens se disent, personne n'y arrivera jamais, donc on s'arrête. Et ça, c'est toujours une mauvaise chose, parce que ça n'est jamais vraiment... Est-ce que est-ce que l'équation économique, elle n'a pas été réussie parce que ceux qui étaient arrivés avant, ils avaient la bonne technique,
mais ils n'ont pas été capables de lever assez de fonds pour pousser cette technique et avoir un effet de mise à l'échelle qui commence à être important. Est-ce que la technique était mauvaise, etc. Il y a plein de raisons. Et ça, c'est toujours un petit peu complexe. Bon, après, on rentre dans quelque chose d'assez compliqué. Je vous ai mis ici l'abstract de Science. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire cette semaine, donc j'ai choisi de parler de ça. Mais bon, voilà, c'est un peu complexe. Et c'est très, très, très deep tech là-dessus. Mais voilà, ce qui était intéressant, c'est de voir que malgré le fait que économiquement, on ait eu du mal à valoriser ces typologies de recherche-là, elles continuent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour l'avenir de l'humanité et pour le sérieux de la recherche. Donc voilà. Pas grand chose dans l'hebdo de cette semaine, hein. Donc on va passer du coup au crypto. Donc cette semaine, vous voyez, il y a Casper qui est beaucoup monté, UOB, Aave, ENS qui continue à bien monter, Polygon qui a recommencé. Bon après classique, hein, Terra USD qui s'est cassé la figure, Terra classique, le Convex, l'Axis Infinity qui était beaucoup remonté qui est en train de redescendre, le Cardano, le Graph et le NIR Protocol. Donc voilà. Et aussi l'Ethereum Proof of Work, hein, donc le fork de l'Ethereum qui a été... Enfin, il n'y a pas vraiment de projet derrière. Donc il se fait totalement déchirer. Je pense que là, on est dans des gens qui sont dans l'Ethereum Proof of Work, on est sur des gens qui ont une vision bien carrée de ce que doivent être les cryptos, un peu comme à l'époque où il y a eu la scission Ethereum classique quand il y a eu le grand hack sur Ethereum, avec des gens qui disaient non, une blockchain ça doit rester toujours la même, machin, etc. Enfin, un petit peu des durs de durs. Après, le projet qu'il y aurait derrière sur Proof of Work d'Ethereum, j'ai des forts doutes sur la faisabilité, sur la capacité à maintenir ça dans le temps, etc. Donc moi je suis d'avis que c'est plus intéressant de le vendre, hein, voilà. Après, c'est pas un conseil, hein. Moi, à titre perso, tout ce que j'ai obtenu du fork, je l'ai vendu. Mais voilà. Au niveau de l'adoption, bah, pas grand chose. Le number of owners qui recommence à monter un peu partout. Bitcoin bien en hausse, ça c'est intéressant. Bon, après, comme je vous ai dit, hein, toutes les semaines, il faut regarder ça et voir un petit peu s'il y a des choses qui sont nouvelles. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours quand même dans les cryptos un number of owners qui progresse un petit peu. Donc, on a l'impression quand même que il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par les cryptos malgré la faiblesse du marché. Après, sur les stablecoins, pas grand chose à dire. La plupart sont en forte baisse, hein. Y compris l'USDC qui pâtit un peu de son éviction de Binance, et le BUSD qui, après avoir eu la forte hausse due au transfert des USDC en BUSD, bah là ça s'est un petit peu calmé. Voilà, pas grand chose à dire de plus ici. Donc voilà. On continue avec le flow de cette semaine parce qu'il y a beaucoup de bitcoins qui sont sortis des gros exchanges. Bon, globalement, est-ce que c'est parce qu'il y en a beaucoup qui vont les vendre, etc. Je ne saurais dire. Au global, quand même, on a l'impression que les gros acteurs financiers ont toujours envie d'acheter du bitcoin. Vous voyez, vous avez un week flow qui est de 8,8 millions de dollars. En monthly, on est quand même à 21,5. Et en annuel, on est à 291. Vous voyez que pour Ethereum, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les multi-assets, c'est beaucoup mieux. Pour Binance, ça va. Pour le short Bitcoin, c'est reparti à la hausse. Après avoir passé, enfin, même si pour le mois, c'est toujours en baisse, mais c'est reparti à la hausse. Bon, voilà. Après, pour les autres, il n'y a pas grand chose. Pour Tron, c'est reparti à la hausse aussi. Et pour les autres, c'est reparti, c'est à la baisse. Au global, il y a quand même un flux entrant sur les ETF et les produits crypto qui est de 12,2 millions et de 481 millions depuis le début de l'année. Donc c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Voilà.
Donc ça c'est à suivre. J'essaierai de le mettre plus souvent parce que certains m'ont dit oui tu le mets pas toutes les semaines ce graphique. Donc j'essaierai de le mettre un peu plus souvent. Globalement moi je veux pas dire content, mais ce qui me rend dubitatif, c'est que tout ce qu'on lit, c'est quand même qu'il y a beaucoup de sorties d'institutionnels d'Ethereum. Et pourtant, je trouve que Ethereum a plutôt très bien résisté à cette phase de baisse. Donc voilà, après, le pourquoi du comment, est-ce que les acteurs crypto qui étaient déjà là, eux, ont acheté beaucoup, etc. et ont compensé? C'est vrai que ça reste limité, hein, un flux négatif sur l'année de 368 millions. Globalement, ça se compense par les particuliers et par le reste, hein. Donc on a Ethereum aussi qui prépare sa future mise à jour Shanghai. D'accord. Donc ils ont lancé le testnet de Shanghai. Donc c'est la première version de base avant de passer au déploiement. Donc le but de Shanghai, c'est de permettre le retrait des Ethers, hein, donc des SETH, donc c'est les Ethers qui sont stackés. Donc finaliser le stacking et permettre aux premiers qui ont stacké de récupérer leurs Ethereum. D'accord, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Baisser aussi les frais de gaz. D'accord. Donc baisser les frais de transaction sur la blockchain. Donc voilà, le but c'est d'arriver à quelque chose au niveau des implémentations, du testnet et tout ça qui devrait se poursuivre jusqu'à à peu près septembre 2023. Donc c'est un truc qui va y aller étape par étape, hein. On peut dire que si vous voulez, la première étape ça a été vraiment The Merge, l'update Berlin, etc. Passer au stacking, d'accord. Et là, on est en train de construire par-dessus si vous voulez, le stacking et Berlin a permis de construire, entre guillemets, comment dire, une fondation, d'accord. Et là, on construit par-dessus la fondation. Voilà. Globalement aussi, il y a des EIP qui sont intéressants. Donc les EIP, c'est les innovations, enfin c'est les améliorations. Donc vous avez le EIP 3540, d'accord, qui est un EIP qui va être intéressant sur Berlin. En gros, la plupart des EIP sont intéressants sur deux points. Soit ils ont une vraie vocation à faire diminuer le prix des transactions, d'accord. Soit ils ont une vocation à privilégier les layers supérieurs, avant tout Polygon, parce que c'est tout ce qui est super net qui va être privilégié. C'est des moyens de faire mieux communiquer Ethereum avec Polygon. Ça va dans le sens que pendant un certain temps, certains disaient non, non, les layers de niveau supérieur, Polygon ne doit pas leur faciliter, Ethereum ne doit pas leur faciliter la vie. Tout doit être fait dans Ethereum et c'est à nous de simplifier Ethereum pour qu'il y ait une utilisation. D'accord ? Et vous aviez les autres qui étaient plutôt dans une idée, une optique de ok, on a bien compris qu'avec Ethereum on ne pouvait pas tout faire tout seul, donc il faut qu'on se ligue avec d'autres pour réussir à faire des choses. Donc voilà. On a Israël qui lance des tests pour des obligations numériques. Donc ça c'est la bourse de Tel Aviv, hein, la TASS, avec le ministère des Finances israélien. Donc le but c'est de tokeniser des actifs, hein, donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes, hein. Donc les deux sociétés qui vont commencer, qui vont émettre de la dette sur la bourse de Tel Aviv, qui seront hébergées dans la blockchain, c'est le fournisseur d'actifs, de stockage numérique, Fireblocks donc il fait du stockage de crypto-monnaies, hein, et le développeur de solutions logicielles VMware. Donc c'est les deux premiers. Voilà, le nouveau projet c'est un projet qui s'appelle Eden, hein. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. L'idée toujours la même chose, ce que j'explique depuis un certain temps. Tokeniser des actifs financiers permet une meilleure fluidité des échanges et surtout vous permet de savoir qui détient quoi, quand, sans passer par les chambres de compensation qui sont un peu des outils du 19e siècle, du 20e siècle et qui sont un peu datés. Voilà.
On continue avec Coinbase et un de ses directeurs, donc John D'Agostino, qui a dit que les institutionnels allaient très très rapidement dans l'univers blockchain et beaucoup plus rapidement que dans les industries naissantes classiques. D'accord. Donc c'est intéressant ce qu'il nous dit. Alors vous avez ceux qui vont dire oui, mais c'est parce qu'il est chez Coinbase, donc forcément il prêche pour sa paroisse. Globalement, 15... Enfin, les cryptos ont à peu près une quinzaine d'années. D'accord. Un peu moins même, 13 ans. Euh, une industrie qui en 13 ans arrive à devenir aussi importante que les crypto-monnaies, ça s'est rarement vu. Même si vous prenez Internet c'est plutôt né, on va dire, dans les années 85, voire même un peu avant. Donc vous voyez, ça veut dire que si vous comparez, il faudrait se dire qu'il y aurait eu un Coinbase dans les années 95, quoi. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de gros acteurs dans Internet dans les années 95. Ça commençait un petit peu, mais voilà. Et en gros, Internet, c'est déjà quelque chose qui s'est développé ultra rapidement. Si on prend d'autres innovations, ça a été beaucoup plus long. Donc on a l'impression quand même de revoir un peu un parallèle avec Internet qui est... alors c'est toujours compliqué parce que est-ce que le parallèle va continuer ou est-ce qu'à un moment, il y a eu la croissance exponentielle d'Internet parce que tout le monde le trouve utile. Est-ce que tout le monde trouvera utile les cryptos et en utilisera? C'est une grande question de l'adoption des comment s'appelle, des crypto-monnaies. Donc voilà, et dans les deux trucs, il dit par exemple, voilà, lui il dit que par exemple, ça fait 15 ans qu'il avait essayé de rendre les marchés de matières premières mainstream, donc accessibles à tout le monde. Voilà, et il dit que là, ça va plus vite et que les institutionnels vont beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Voilà, il parle aussi des relations avec les régulateurs, etc. Enfin, je vous laisserai lire en détail, mais c'est quand même intéressant et ça montre une certaine. Et je pense pas d'ailleurs qu'il ait tort en fait. C'est pour ça que si je le mets, c'est que c'est vrai quand on réfléchit. Si on enlève les 5 premières années où vraiment personne n'avait entendu parler, donc c'est-à-dire 2009 jusqu'à à peu près 2015, rendez-vous compte en 7 ans ce que l'univers a fait. FTX n'existait pas en 2017, d'accord. La vitesse de création de cet écosystème est quand même assez impressionnante. Après, forcément, plus vous vous créez vite, etc., plus il y a des arnaques, plus il y a des changements, un leader qui se fait rattraper, qui devient plus leader, dépassé, etc. Donc l'univers est extrêmement mouvant, mais par contre, il va excessivement vite. On continue avec le gaming. Donc, on a Netflix qui ouvre un 5e studio et qui explore sérieusement le cloud gaming. Donc, Netflix a publié cette semaine ses résultats. Et bon, on peut discuter des résultats. On ne le fera pas ici. C'est pas le but de ce support là. Ça a été bien pris par Wall Street. Mais en gros, ce que nous a annoncé Netflix, c'est plusieurs choses. L'ouverture d'un 5e studio qui est dirigé par l'ancien producteur exécutif d'Overwatch, Shaco Sony, donc qui était parti de chez Activision. La société de streaming qui explore sérieusement plusieurs offres de jeux dans le cloud, mais pas forcément des remplacements aux consoles. Donc leur but, c'est vraiment d'être entre les deux briques. D'accord ? Et Netflix qui veut 55 titres dans son catalogue, d'accord, enfin qui a 55 titres en préparation et qui en veut 55 titres Netflix dans son catalogue. Alors en plus de ceux qu'ils ont déjà fait, ça ferait plutôt 60 titres, dont 50% sur des licences qui sont des licences que Netflix contrôle déjà, d'accord. Donc c'est des licences où ils auraient... voilà, qui seraient basés sur leurs propres IP. Encore une fois, c'est toujours le même segment de choses que je vous raconte plusieurs fois. C'est l'avantage, c'est quoi?
C'est vous détenez votre IP, vous en faites une série, un film, des produits dérivés, vous en faites un jeu vidéo. Bah, dès que vous arrivez à construire un univers, vous pouvez bâtir beaucoup de choses sur votre univers. D'accord? Bon, après, ils ont commenté. Hein, pardon, j'ai du mal. Nous ne vous demandons pas de vous abonner à un service remplaçant votre console. C'est un business model complètement différent. Notre espoir est qu'au fil du temps, cela devienne une manière très naturelle de jouer, peu importe où vous êtes. Donc là, encore une fois, toujours le même segment. Le but, c'est vraiment d'être dans le cloud, d'être là-dedans. Je pense pas que le but de Netflix, ça soit de venir créer des jeux à plusieurs millions, enfin, pardon, à plusieurs centaines de millions de dollars et d'aller concurrencer Microsoft, etc. Je pense qu'ils veulent toujours rester plus ou moins dans le jeu, on va dire, mobile, etc. Peut-être mobile un peu plus, mais voilà. Ça va dans le sens aussi, ils ont annoncé un partenariat le mois dernier avec Ubisoft pour 3 jeux. Hein. Donc, dont des jeux qui sont faits pour Netflix. Hein. Donc Valiant et Mighty Quest. Et aussi un spin-off d'Assassin's Creed qui ça pourrait être intéressant. D'autant plus qu'on a des... Enfin, ils ont lié un partenariat aussi pour faire une série Assassin's Creed. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir dans le temps. Et qui est assez intéressant. On continue avec le métaverse de Facebook, Horizon World, qui peine à retenir ses utilisateurs. Hein. Il est en très très grande difficulté. Donc ils espéraient avant la fin de l'année avoir 500 000 utilisateurs actifs mensuels. Au global, ils sont plutôt à 280 000 utilisateurs. Enfin, ils sont plutôt fixés à un nouvel objectif qui est à 280 000 utilisateurs. Et le nombre actuel d'utilisateurs mensuels actifs, il est inférieur à 200 000. Donc ils ne sont même pas à leur deuxième objectif. Ça paraît très compliqué d'atteindre les 500 000. D'accord. Voilà. Après, attention, on est au tout début. Hein. C'est-à-dire tous les gens qui disent oui, tu te rends compte, il n'y a pas 10 millions d'utilisateurs actifs sur comment ça s'appelle sur Horizon World, etc. C'est clair que malgré les investissements VR qu'il y a eu, il n'y a jamais eu d'objectif de la part de Meta d'atteindre très rapidement 10, 15, 20, 30, 50 millions de joueurs actifs mensuellement. Ils sont conscients que c'est quelque chose de nouveau, qu'il va falloir l'installer, etc. Par contre, ce qui est plus dérangeant, d'accord, c'est vraiment le fait qu'ils aient beaucoup de mal à maintenir les gens. Vous voyez, parce que les statistiques internes montrent que 9% des mondes virtuels construits par la communauté sont visités par 50 personnes ou plus. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous construisez quelque chose, ceux qui viennent les visiter, c'est vraiment vos amis. Et les autres ne viennent pas. Et vous avez du mal à créer des mondes qui attirent énormément de personnes. Et ça, c'est compliqué parce que quand on regarde Roblox, quand on regarde Fortnite, etc., généralement, on avait un monde de base qui attirait énormément de monde et sur lequel après on a construit des micro-mondes où les gens étaient avec leur classe, avec leurs collègues de bureau, etc. etc. Vous voyez. Donc là, c'est un petit peu complètement compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'ils sont derrière VRChat au niveau des membres d'utilisateurs actifs et derrière Second Life qui a été lancé en 2003, même si Second Life c'est un peu différent parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un casque. Donc j'aime pas trop la comparaison avec Second Life. Ce qui est plus dérangeant, c'est ce que dit Vishal Shah, donc le vice-président en charge du métaverse. La vérité, c'est que si on si on n'aime pas notre métaverse, comment on peut attendre que les utilisateurs l'aiment? Donc ça, c'est dans un mémo interne de Facebook qui était sur le fait qu'il y a beaucoup de développeurs de Facebook, d'employés de Facebook qui n'utilisent pas Horizon. Donc ça, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que le métaverse dans son ensemble, il y a toujours eu des datas qui sont compliquées parce que par exemple, si on regarde aussi dans les mêmes datas qui sont sorties de chez Meta, on a des datas sur les casques Oculus avec 50% des casques Oculus qui seraient plus utilisés au bout de 6 mois après leur achat. Donc ça veut dire que c'est un achat pulsion. Vous vous amusez 1 an, 2 mois, etc. Vous faites quelques jeux et puis après, vous mettez ça au placard et vous ne le rejouez plus.
Or, c'est vrai que si vous voulez installer une relation avec les utilisateurs, etc., vaut mieux que les gens ils l'utilisent dans le temps. Du coup, ça c'est vraiment très, très, très compliqué. C'est à suivre. Après, attention, moi je ne serai pas de ceux qui disent c'est un pari qui est perdu pour Facebook, ils ont mis 15 milliards dans le vent, etc. Attention, ils ont le temps pour eux. Les choses peuvent s'améliorer. Les statistiques d'utilisation de base des smartphones étaient très mauvaises chez BlackBerry au tout début, quand ils ont sorti les BlackBerry. L'utilisation d'Internet, etc. était inexistante. Les gens s'envoyaient des SMS et ce qui plaisait, c'était vraiment le côté keypad pour taper des SMS plus rapidement et avec plus de fonctionnalités. Et petit à petit, il y a des gens qui se sont appropriés le truc, d'autres se sont dit tiens c'est bien et on a construit une utilisation. Je pense que pour le métavers ça ira moins vite que ça l'a été pour le mobile, etc. Mais attention, ça veut aussi dire que pour les concurrents ça va être beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Et donc ça donne un avantage à Facebook parce que ça veut dire que ça va peut-être être les seuls à investir sur 10, 15, 20 ans. D'accord. Et donc forcément si vous êtes tout seul et que les autres ont arrêté d'investir, vous finissez par devenir le leader de ce secteur-là. Après, le secteur peut ne jamais démarrer. Mais ça, j'avoue que j'ai des doutes. Et je pense qu'au pire, si le métaverse en full VR ne démarre pas, il y aura quand même beaucoup de choses à faire dans la VR et dans des applications métaverse très précises. Et que ça donnera toujours une opportunité en B2B, comme on en a parlé la semaine dernière, ou dans d'autres domaines à Meta. Voilà. Pardon. On continue avec Overwatch qui a atteint en 10 jours les 25 millions de joueurs. Donc c'est une vraie bonne performance pour Blizzard. Après vraiment un accouchement qui a été difficile pour Overwatch. N'oubliez pas, 25 millions de joueurs uniques, d'accord. Donc c'est pas des joueurs qui sont revenus. Ça correspond à 50% de la population espagnole en 10 jours. Ça vous montre la violence et la capacité de regrouper du jeu vidéo. Il n'y a aucun autre secteur qui peut regrouper 25 millions de personnes comme ça dans un côté un peu immersif. Parce que vous allez trouver le sport avec le foot, la Coupe du Monde et tout ça. Mais c'est différent. C'est différent, c'est pas répété, c'est une fois tous les 4 ans, c'est juste la Coupe du Monde, etc. Au global, c'est quand même vachement plus fort que ce qu'il y avait eu avant. Parce que au bout de 3 mois, en 2016, donc au lancement d'Overwatch premier du nom, il y avait eu 15 millions de joueurs uniques. Après attention parce que là Overwatch est gratuit et à l'époque en 2016 il fallait l'acheter. Donc les comparaison n'est pas raison. D'accord. Donc voilà. Ce qu'il va falloir voir c'est un peu les dépenses des joueurs, les taux d'utilisation dans le temps, etc. Mais c'est quand même une première indication qui est intéressante. D'accord. On continue avec aussi pour FIFA 23 qui fait un très bon score aussi parce que lui il a eu 10,3 millions d'utilisateurs en une semaine, d'accord. Là où l'année dernière il y avait eu 9,1 millions d'utilisateurs sur les 10 premiers jours et en gros donc là il y avait 4 jours de plus pour FIFA 22 donc globalement ça va être plutôt aux alentours de peut-être 11 millions d'utilisateurs pour FIFA 23. Et surtout FIFA 22 était lui-même en hausse par rapport à FIFA 21. Donc ça veut dire que tous ceux qui disent que le Covid machin, le Covid ceci, etc. Il y a toujours de l'attraction d'utilisation. Et là on voit l'attraction d'utilisation aussi bien pour Overwatch que pour FIFA. C'est avant tout dans des zones où le jeu vidéo est en train de prendre de l'importance. Donc Moyen-Orient, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est. Où ces jeux-là n'étaient pas trop joués. Ou voilà. Donc ça montre quand même qu'il y a encore des grandes poches de population qui ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas internet assez puissant, parce qu'ils n'ont pas l'argent de jouer, pour plein de raisons. Donc ça laisse encore un peu de l'espoir dans le jeu vidéo pour une croissance. Et vous voyez qu'il y a encore de la croissance alors que vous êtes sur des taux d'utilisation qui sont considérables. 1/6 de la population française a joué en moins d'une semaine à FIFA. Tu vois ? Si tu prends les 10,3, ça correspond à 1/6 de la population française. Donc c'est considérable. Et il y a des statistiques qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, j'ai vu les statistiques chez GFK. Il y a un enfant anglais sur 10 qui a joué à FIFA 23. Un enfant de type masculin.
C'était des stats sur des masculins. Au féminin, forcément, ça serait moins parce que c'est un jeu de foot, donc c'est moins joué. Si on regarde chez les garçons, je crois que c'était 12-18 ans ou quelque chose comme ça, il y a un adolescent d'Angleterre qui a joué à FIFA durant la semaine de lancement. C'est considérable, hein. Considérable. Quelque chose, vous avez quand même assez peu de choses qui sont utilisées par tous les enfants, quoi. Le téléphone, le machin, mais quand vous arrivez à 10%, 15, 20% d'une classe d'âge qui utilise votre service juste après la sortie, ça devient vraiment quelque chose de très puissant. On continue avec Microsoft qui nous a annoncé qu'il allait licencier 1% de ses effectifs, hein. Donc c'était à 180 000 personnes. Ça va toucher aussi la branche de jeux vidéo. Donc ça forcément, hein, bon, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'aussi dans le jeu vidéo ils avaient fait beaucoup d'acquisitions, donc ils avaient empilé des choses et qu'il y avait un peu de synergie à faire. Donc voilà. Et on a le français Oma Games, hein, qui fait des petits jeux addictifs, d'accord, qui a bouclé une levée de 100 millions de dollars, une série B, et l'année dernière ils avaient levé 65 millions déjà. Donc voilà, ça vous montre que globalement dans les jeux mobiles, les Français sont pas mauvais, hein. On avait déjà eu Vaudou, on a Oma Games, il y en a quelques autres. Globalement, il y a beaucoup de secteurs. Et la semaine dernière, vous saviez, on a parlé d'un studio français, ceux qui faisaient le jeu Rune, Space, machin. Qui avait levé aussi 50 millions à une valorisation de 150 millions. Donc ça vous montre qu'en France, il y a toujours énormément d'activités dans le secteur du jeu vidéo avec beaucoup d'investisseurs qui sont présents. Et c'est un secteur dans lequel ça fait très longtemps que les Français sont leaders parce que le CNC a beaucoup investi dans les années 2000 et tout ça pour faire pousser le secteur. Après, on s'est fait un peu doubler par les Canadiens avec le Québec où ils ont fait vraiment un pont d'or à beaucoup de boîtes. Mais globalement, il y a quand même un terreau qui est très très fertile en Europe. On continue sur le marché, où là, vous voyez le prix du gaz spot en France. Donc, c'est le prix payé dans la journée, hein, vous voyez. Et donc, en France, le prix du gaz pour le mégawattheure, il est tombé à 12,5 € du mégawattheure. Donc ça, je veux vous dire quoi par là? C'est que tous ceux qui vous disent c'est la fin du monde, on va pas avoir assez de gaz, pas assez de machin. Les Espagnols ont dit qu'ils prenaient plus de gaz dans leurs terminaux parce qu'ils ont plus de place. Donc il faut que les gaziers aillent libérer du gaz ailleurs, etc. etc. Donc au global, voilà. Cet été c'était l'apocalypse et maintenant on est sur quelque chose où on a l'impression que ça commence à aller mieux, d'accord, et où les prix commencent à beaucoup baisser. Donc ça c'est pour vous dire, il faut toujours faire attention parce qu'il y a un effet un peu caisse de résonance médiatique sur les marchés financiers et à la télévision et dans les médias en général, et on aime beaucoup se faire peur. Une chose est sûre, quand on essaye de se faire peur avec quelque chose en vous disant ça va arriver, ça va entraîner le marché vers le bas de manière obligatoire, il y a très peu de chances que ça arrive. Pourquoi? Parce que quand il y a vraiment une crise, généralement, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Parce que s'il y a le feu chez vous, vous n'allez pas vous laisser cramer. Vous allez essayer de gérer le feu. Voyez? Par contre, si vous ne savez pas qu'il y a le feu chez le voisin du dessous et que c'est en train de cramer et que ça prend tout et que vous ne le sentez pas, bah vous pouvez finir cramé. Voyez? Parce que vous n'êtes pas au courant. Donc généralement, une crise, ça arrive toujours par un mécanisme de contagion qu'on ne maîtrise pas, ce genre de choses. Donc moi je vous ai dit depuis le début que je pensais que l'électricité ça allait se calmer de manière excessivement violente. Et là c'est ce qu'on voit. Alors attention, hein, 12,5 € le mégawattheure, c'est toujours cher pour le gaz. Mais vous voyez, il y a un vrai effondrement et cet effondrement va continuer. Les résultats de la semaine dernière, donc pas grand chose à dire, hein. Les banques américaines plutôt sérieux, Pepsi plutôt correct, Taiwan Semiconductor très très bon, Wells Fargo la seule banque moyenne, Citigroup pas mal, Delta pas mal aussi, même si les profits un peu bas à cause du prix des carburants,
Morgan Stanley, plutôt correct. US Bancorp PNC, ça allait. BlackRock, ils avaient beaucoup baissé leur guidance, ce qui leur a permis de faire un petit peu mieux qu'attendu. Et Fastenal un tout petit peu mieux que ce qui était attendu. Au global, comme je vous disais, avec tous ceux qui me disaient le Q3 va être l'apocalypse, on va se retrouver. La construction des marchés fait que quand vous avez peur de votre résultat et que durant le trimestre, vous avez des indicateurs qui disent que vous n'allez pas faire ce que vous aviez prévu, vous êtes obligé de tenir au courant le marché. Donc en fait, généralement, quand on communique, que ce soit aussi bien en France qu'à Wall Street, quand on arrive aux dates de communication, il y a très peu de chances que la moyenne du marché communique de manière très très faible. Donc tous ceux qui vous disent attendez les Q3 parce qu'au Q3 va y avoir du sang et ça va précipiter la faiblesse du marché, c'est toujours... Alors on peut toujours se dire que sur les guidance va y avoir du sang. Mais en global, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les guidance que la plupart des sociétés nous indiquent pour le Q4, c'est quand même des guidance qui sont plus que correctes. D'accord? Donc moi j'ai l'impression quand même que sur les grosses boîtes, il y a une capacité à tenir qui est importante. Par contre, effectivement, sur les PME, d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui sur le segment parisien, il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Hein. Le mois dernier, il y a eu 38 millions d'euros qui sont sortis des fonds sur les small caps françaises. Bon, bah ça c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de particulier en face. Donc il suffit qu'il y ait un petit peu de décollecte, etc. Et tout de suite, ça peut être très compliqué pour les fonds pour sortir de certains dossiers. Et ça peut taper très fortement la valorisation de certaines sociétés. Après, attention, hein, c'est des super moments du coup pour être présent et acheter des groupes. Vous n'allez peut-être pas les acheter au point le plus bas, etc. Mais vous avez des groupes qui sont achetables à des tarifs qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Vous tapez juste en dessous. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup de pub parce qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui. Je vais aller voir vos petites questions. C'était assez rapide aujourd'hui, vous voyez. En parlant de tokenisé, connais-tu Riel-T? Alors, il me semble que oui. Alors, attention, je vais aller en haut. Je vais juste vérifier que c'est bien la société que je connais. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est de la tokenisation de l'immobilier avec des rendements, etc. L'idée derrière, c'est que vous allez faire des systèmes un peu avec des SPV, ce genre de choses, et qu'en fait, si vous restez en stablecoin après derrière, vous avez une fiscalité qui est très très limitée. Bon, moi je vous avoue que tout ça, je pense qu'en France, ça sera réglementé, parce que je vois pas l'État laisser des gens s'amuser à faire des tokenisations de l'immobilier pour payer beaucoup moins sur les loyers, etc. Voilà. Après, par contre, je trouve que c'est intéressant de tokeniser de l'immobilier parce que c'est plus simple à négocier, ça va plus vite, etc. Tout le monde le sait. Hein. Vous voulez racheter une boîte en France maintenant et faire un changement de propriété des actions, ça vous prend 3 semaines, un mois. Hein. Donc, le temps d'aller au greffe, au machin, au truc. Alors que si on pouvait faire ça avec de la blockchain, il y aurait une capacité de lui de vous envoyer les tokens qui représentent la société et du coup ça serait beaucoup plus simple. Et après peut-être qu'il y aurait une deuxième étape qui serait de le faire reconnaître par l'institution, mais ça resterait quand même beaucoup plus simple. Pourtant les entreprises continuent à facturer le gaz très cher. Je viens d'avoir un changement de tarif de prix indiqué variable 25 cents du kilowattheure et plus 40 pour l'élec en Belgique. Alors déjà là on était sur des tarifs en France donc c'est un petit peu différent. Globalement, il faut savoir que on parle d'une seule journée, d'accord? Donc on vous fait pas votre échéancier sur une seule journée. Il faut que les choses durent. Je pense que beaucoup d'acteurs dans l'énergie ont été tapés
et ont perdu énormément d'argent. Donc même si ça baisse, ça m'étonnerait que la baisse se revoie directement dans les tarifs consommateurs, aussi bien pour le particulier que pour les entreprises, du moins dans un premier temps. Peut-être que je pense qu'il faudrait à minima combien de temps? Je pense qu'il faudrait à minima 3 mois avec un prix qui est beaucoup plus bas qu'avant pour commencer à avoir des offres globalement de marché qui redescendent. Vous voyez? Parce que sinon, le risque que vous avez, sauf si vous êtes à une offre de marché où vous payez le prix quotidiennement plus la marge de l'entreprise. Mais sinon, en fait, ce qui peut se passer, c'est que les entreprises vont se dire, ouais, écoutez, moi, je vais pas vous mettre par rapport à ce prix-là parce que demain, ça peut reprendre 300%. Donc, je vais faire une cote mal taillée. Et globalement, la cote mal taillée, elle peut être très très élevée et très très chère en ce moment. Voilà. Louis Defels a en effet dit ce matin qu'il y avait de la décollecte. Ouais, réalité doit arriver en France. C'est pour ça que je les connais. Il faudra voir au niveau fiscal un petit peu comment ça se goupille. Mais à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a été vachement rapide cette semaine. Après, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, il n'y avait pas de sujet. Je pense que voilà, la tokenisation, on en a beaucoup parlé, et l'intérêt de passer outre les chambres de compensation. Donc je pense que réexpliquer tout en détail n'était pas très intéressant. Donc voilà. Penses-tu qu'il y aura en Europe de la consolidation dans les jeux vidéo? Oui, oui, oui. Je pense que la majorité des studios ne resteront pas comme ça. Vous avez encore beaucoup de studios en Europe, dont Node, Remedy, Focus Home, Digital Bros, Team 17 si on prend en Angleterre. Qu'est-ce qui. Quoique Team 17, je crois qu'il y a eu une OPA, faudrait regarder. Il y a eu. Il y a 2-3 autres éditeurs de jeux vidéo en Angleterre dont j'ai perdu le nom. Il y a Paradox aussi. Il y a Zordic Games. Enfin, voilà, il y en a vraiment. Il y en a encore plus d'une quarantaine, hein, côté globalement. Si vous prenez l'Europe dans son ensemble plus l'Angleterre, il y a plus d'une quarantaine de studios toujours cotés. Alors, des fois, c'est des tout petits studios, des fois, c'est des studios en difficulté, etc. Il doit même y en avoir un peu plus qu'une quarantaine. Peut-être une cinquantaine ou une soixantaine. Donc, l'écosystème, il y a encore, à mon avis, du deal à faire. Je pense que c'est pas très intéressant d'essaimer plus que ça. Je pense que c'est intéressant d'essaimer dans le jeu vidéo en ayant peut-être du Nintendo, du Microsoft, avoir quelques challengers de l'EA, de l'Embracer, peut-être de l'Ubisoft parce que c'est pas cher en ce moment, du Focus Home, peut-être si on veut du Digital Bros pour être sur des studios d'un peu plus bas niveau. Paradox, c'est un peu cher au vu des difficultés qu'ils ont en ce moment. Bon, voilà. Même si c'est un acteur de niche, donc qui a des choses à faire à long terme. D'accord. Euh, Alors, moi, je sortirai pas d'Open Door parce que je pense que c'est des gens qui, justement, peuvent justifier de baisses très fortes et peuvent dire aux gens, vous voulez vendre rapidement. Le marché, il est difficile. Moi, je vous achète votre maison 15% en dessous du prix du marché. Voilà. Et après, le but pour Open Door, c'est de la revendre très rapidement. Est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce qu'ils y arriveront pas? C'est un pari. Moi, je pense quand même que globalement, depuis le début de l'année, ils nous ont plutôt bien surpris sur leur capacité à être rentables, etc. Alors, il y a toujours des marchés, hein. Il y a un marché qui est très compliqué pour eux, c'est le marché de Phoenix. Voilà. Mais globalement, je pense qu'il y a quand même des capacités qui sont assez fortes pour Open Door. Donc voilà. Après, pour les REIT US, attention là, quand tu parles de 15% en 4 mois sur Outland et sur San Jose, c'est sur du bien immobilier pour vivre, hein, donc des maisons, des appartements. Des REIT de logement, il n'y en a pas tant que ça aux États-Unis. De base, des REIT de logement, moi, j'irai pas dessus. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que l'intérêt, c'est plutôt de faire de l'immobilier. Soit vous l'achetez avec une décote, soit vous faites plutôt de la niche. Donc,
des résidences étudiantes, des choses comme ça qui peuvent être un peu plus intéressantes que des appartements et des maisons, voilà. Après, les REIT US, de toute façon, moi je pense qu'ils vont avoir une problématique d'endettement pour certaines. Alors après, encore une fois, ça dépend beaucoup des REIT, hein. Vous avez des REIT qui ont du cash et qui n'ont aucune dette. Celle-là, peut-être qu'elle pourrait tirer profit pour acheter des actifs à pas cher, profiter de REIT qui sont endettés, qui ont des problématiques, etc. Après, voilà, quand on voit des choses comme Unibail Rodamco qui sont obligés de vendre beaucoup pour payer leurs dettes, etc., ben, forcément, vous délestez d'une partie de votre patrimoine. Donc, ben, au global, vous perdez quand même en valorisation et en patrimoine à long terme. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Après, je suis pas un pro des REIT. Hein. J'ai jamais été un très grand pro, mais moi, je me méfierais. Voilà. Euh, Ouais, ouais, non mais attention, après, dans les 40 vous avez des choses comme Starbreeze qui sont des studios en difficulté, etc. L'évolution du marché boursier chinois reste très compliquée, le Parti communiste n'a pas rassuré lors du dernier rendez-vous du week-end. Non, non. C'est toujours très très compliqué, avec un Alibaba et un Tencent qui sont vraiment au plus bas du plus bas. Moi, je juge qu'à ce moment-là, quand on est à moins de 10 fois, voire moins de 9 fois les bidas, voire même moins retraité du cash, ça devient n'importe quoi. Après, là, c'est politique. Il y a les problématiques avec les États-Unis, la tension USA-Chine, l'idée de certains investisseurs que Xi Jinping pourrait devenir un peu le pendant de Deng Xiaoping qui avait ouvert la Chine au capitalisme, mais que Xi Jinping soit son pendant et qui ferme la Chine au capitalisme et qu'on retourne dans une dictature un peu plus traditionnelle, un peu fermée. J'ai des doutes, parce que je pense que le peuple chinois, c'est toujours la même truc que je vous raconte, hein. Le pain et les jeux vs la liberté. Je pense que si demain on leur enlève un peu le pain et on leur enlève beaucoup les jeux, m'étonnerait que le peuple chinois se laisse bien faire pendant trop longtemps. Ou alors on tomberait dans une répression qui serait très forte. Je pense que la stabilité du pays entière serait mis à mal. Donc j'ai du mal à voir la chose continuer. Après, je dis ça depuis un an. Et depuis un an, j'ai tort. Donc voilà. Après, c'est pas grave d'avoir tort. L'important, c'est de se donner du temps. Vous savez que si vous achetez de la Chine, si vous achetez une PME avec assez peu d'échanges sur Euronext et tout ça, vous venez pour 5-6 ans à minima, quoi. Vous venez pour un cycle complet. En vous disant potentiellement, peut-être qu'au minimum, dans le temps, il y a un moment, il y aura une opportunité de sortie. Après, par contre, et ça, je vous le dis, hein, moi, je le fais pas parce que j'ai pas besoin de mon capital et donc je suis prêt à rester très longtemps et je veux faire des gros multiples. Mais par exemple, si vous achetez de l'Alibaba à 75 dollars et que vous avez un petit portefeuille, si ça rebondit et que ça revient à 110, 115 dollars comme ça l'a fait cet été, n'hésitez pas à en vendre 50-60%, vous voyez. Car vous avez fait quasiment 100% dessus, vous avez fait les 80%, vous en vendez 50-60%, vous vous dites ça continue, c'est pas grave, j'ai le reste de la ligne qui monte. Vous vous dites ça continue pas, et ben j'ai récupéré mon capital, soit je peux acheter ma bagnole si j'ai besoin de changer, reconstituer mon capital de protection, soit au pire j'ai du cash et à 75 je peux en acheter plus et acheter autre chose, du Tencent à côté, me diversifier, etc. Je pense aussi que ma stratégie où on accepte de prendre des grosses pommes et de tenir les positions longtemps est possible parce que moi j'ai une stratégie avec des lignes qui font plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, je ne veux pas m'amuser à trader en permanence. Déjà, j'ai pas le temps avec mes activités à côté, etc. Après, si vous avez un petit portefeuille et que ça vous prend pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à aller capter de l'alpha comme ça en étant agile. Je pense que la principale différence entre un petit porteur et un institutionnel ou un gros porteur comme moi, c'est l'agilité. C'est-à-dire vous pouvez être très agile, moi je peux pas être agile. Alors après, si vous avez un travail qui est prenant, que vous pouvez pas regarder les marchés toute la journée et faire vos trucs, faites comme moi. Dites-vous que c'est votre capital, que vous avez une vision, je veux constituer mon épargne de retraite pour 20 ans, et voilà, vous faites vos trucs et vous acceptez pendant 5 ans de dire on regarde pas, c'est en dessous du truc, et puis voilà quoi.
Ouais, le crash immobilier en Europe, ça fait longtemps qu'on en parle, hein. Depuis les années 2000 où il y a eu un petit crash en immobilier en France, ça fait 20 ans qu'on en parle et globalement, bon, c'est pas considérable. Moi je vous dis, hein, je suis en train d'essayer d'acheter, et je regarde acheter à Nice sur un truc, on veut acheter un nouvel appart. Bon, au global, c'est quand même toujours quand vous voulez de la qualité, c'est 7 000 € du mètre carré quoi. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de trucs qui baissent. Et j'ai l'impression quand même que bah, y a des personnes âgées qui sont prêtes à mettre le prix parce qu'ils veulent des trucs pour leur fin de leur retraite. Et si vous voulez, ils font pas un investissement financier, mais ils font vraiment un investissement de qualité de vie. Donc c'est encore autre chose. Y a des jeunes qui sont prêts à s'endetter sur 25 ans, qui sont en couple, qui ont quand même des revenus de 3 000 à 4 000 €, donc qui ont la capacité de mettre. Y a une fluidité du capital avec quand même beaucoup de jeunes qui touchent de leurs parents ou de leurs grands-parents des sous pour acheter. Donc j'ai pas l'impression qu'on soit dans un moment où, si vous voulez, l'offre enfin, les demandeurs vont être totalement rincés au niveau de leur capacité à acheter de l'immobilier et donc que ça va baisser d'un coup très sec. Je pense qu'en France, en plus, il y a quand même beaucoup d'épargne, il y a quand même beaucoup d'investisseurs. Donc à mon avis, si on fait une baisse de 10-15%, je pense pas qu'on ira beaucoup plus loin en France. Même si à mon avis, ça serait salvateur pour nous d'avoir une baisse de 30% ou de 40%, ne serait-ce que pour un équilibre macroéconomique global. Après, je pense que au global, on ne pourra pas avoir cette baisse tant qu'on n'aura pas agi sur la capacité à répondre à la demande, donc en créant des nouveaux logements. Et ça, c'est avant tout un travail politique, c'est-à-dire permettre dans les immeubles parisiens de rehausser les étages, etc. Enfin, ça, je vous ai déjà expliqué 50 fois le sujet, hein. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas fait ça, ce sera difficile pour le marché de l'immobilier français de retomber. Et globalement, il y a quand même beaucoup de pays où vous avez des limitations qui sont des limitations réglementaires en Europe. Et tant que ces limitations réglementaires sont là et qu'il n'y aura pas une émergence et une création de biens colossales, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. En Allemagne, c'est un peu pareil. Il y a quand même des limitations, même si le marché il est moins tendu que chez nous. En Angleterre, pareil. Il y a des limitations à Londres, etc. Dans les grandes villes, on ne peut pas vraiment construire plus grand, plus haut, facilement. Donc on arrive un peu dans les mêmes problématiques partout, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Novonix en Australie et 5 autres sociétés de batteries de graphite ne cotent plus depuis 2 jours car les US viennent d'allouer plusieurs centaines de millions sur ces sociétés. Bah ouais. Ouais, ouais. C'est des belles boîtes. C'est des très très belles boîtes qui ont eu de la chance d'avoir le soutien du nouveau plan Biden. Après Novonix, ils ont perdu beaucoup d'argent ces dernières années. Donc voilà, je pense que dans les batteries, il y a énormément de monde. En France, ils veulent construire une giga usine de batterie. Enfin, tout le monde veut sa giga usine de batterie. Moi, j'irai pas combattre dans ce secteur-là parce que je trouve qu'à force d'avoir de l'État qui met de l'argent partout et d'avoir un nombre de concurrents qui veut faire ces usines de giga batterie un peu partout, c'est-à-dire il y en a, le gouvernement allemand veut une, l'australien, le machin et tout ça. Tout le monde pourra pas avoir une usine de giga batterie dans chaque pays, quoi. Donc j'ai du mal à définir qui peut être le gagnant à long terme là-dessus. Mais bon, voilà. Après, attention, hein, c'était des valeurs qui étaient montées aux alentours de 11 dollars pour Novonix, qui s'est cassé la figure à 2 dollars. Voilà, reste à voir un peu jusqu'où ça remonte. Mais globalement, ouais. Oui, Novonix, il y a aussi ça. Il y a la batterie du futur. Mais ça, il y en a beaucoup. Les batteries au fer, les batteries qui se rechargent très vite, etc. Enfin, il y a plein de techno. De là à dire que la batterie de Novonix va être la bonne ou pas, j'ai du mal à dire. Je pense que là, on rentre dans des trucs très très tech. Chez ArcelorMittal, par exemple, ils croient beaucoup à la batterie au fer. Bon, peut-être aussi parce qu'ils ont des mines de fer, donc voilà. Mais c'est vrai qu'une batterie au fer, bah forcément, au niveau des métaux, ça serait beaucoup plus simple que les batteries au lithium avec le lithium qui est plus rare, etc. D'accord? Donc voilà.
Donc il y a des questions là-dessus. Et je suis incapable de répondre. Après, voilà, si vous avez un portefeuille qui est conséquent, vous prenez 1% de votre portefeuille, vous le mettez sur 10 sociétés qui font des batteries, et vous mettrez 0,1% partout, du Novonix, des sociétés qui créent des gigabatteries, des sociétés qui ont des technologies sur la batterie intéressantes et tout ça. Vous vous éparpillez sur 10 et vous espérez que dans 5 ou 6 ans, il y en a une qui aura vachement bien réussi. Et même si toutes les autres ont échoué, celle qui aura vachement bien réussi, elle aura peut-être fait x15, x20, x30. Voilà. Et vos 1% de votre capital sera devenu 3% de votre capital. Avec un peu de chance, les 9 autres ne sont pas toutes mortes. Donc vous récupérez des billes un peu à droite à gauche. Et voilà. Et c'est une stratégie qui peut avoir du sens. Hein, parce que c'est une stratégie à horizon 3, 4, 5 ans. Voilà. Et en vrai, une stratégie à horizon 3, 4, 5 ans qui peut vous offrir un rendement qui est multiplicateur par 2 de votre capital, c'est largement mieux que ce que fait l'indice. Hein. Donc ça fait du sens. Après attention, faut pas mettre tout votre capital en vous disant ah, je vais faire cette stratégie là parce que voilà. Parce que vous pouvez aussi retomber avec 10 sociétés dont aucune va réussir quoi. Donc ou alors il faut faire cette technique mais la faire sur plein de secteurs différents. Bon, moi j'ai d'avis que quand on est dans les deep tech et dans les technologies de rupture, il faut jamais avoir plus de 10%, allez 15% c'est vraiment le maximum de son portefeuille sans compter les cryptos dans des technologies de rupture en essaimage. Et encore 15% c'est vraiment vous êtes très très agressif. Si, il y a CATL qui a beaucoup avancé dans les batteries et BID, voilà. Et est-ce que pour les batteries, ça va être comme pour les panneaux solaires, c'est-à-dire on n'arrivera jamais à réattraper les Chinois? C'est une bonne question. Je pense que c'est très difficile d'y répondre. Très très difficile d'y répondre. Malheureusement, après, les sociétés chinoises des batteries ont beaucoup trop monté. Que ça soit BID ou que ça soit CATL, c'est des valorisations dingues. Donc ça sert à rien de les acheter. Oui, BID, ils font très très fort. Ils ont des prix qui sont très agressifs. C'est une société qui est en train de... qui a vu son cours de bourse bien retomber. Moi, je la suis. Parce que je suis pas contre la rentrée en portefeuille s'il y a des possibilités. Même si ça me ferait une valeur chinoise en plus. Mais vraiment, leurs modèles sont intéressants. Je vais vous montrer. Effectivement, BID. C'est beaucoup retombé. Warren Buffett, il en avait du BID. Vous voyez? Mais c'est vrai que, bon. Vous voyez, c'est beaucoup retombé. Après, c'est monté très très fort. Et on reste sur quelque chose de très cher. Hein. Vous voyez, vous avez un PE qui est à 96. Pour une entreprise, du jour au lendemain, les États-Unis peuvent dire vous n'avez plus le droit de vendre vos voitures en France et en Europe. Enfin, aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Bon, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, c'est vrai que si on arrivait à revenir sur des valos, on va dire, de allez, 10 dollars, comme ça, j'aurais envie. À 25, j'ai pas envie de l'acheter maintenant, vous voyez. Mais j'ai peut-être tort d'ailleurs. Hein. Après, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi j'achète toujours en... Alors, ça dépend. Mais j'achète souvent mes valeurs américaines en ADR quand je peux. Pourquoi ça? Je vais vous expliquer, c'est très très simple. Parce que globalement, ça ne change rien de les avoir en ADR ou de les avoir à Hong Kong. Voilà. Le jour où ça sera délisté, ils vous donneront des actions de Hong Kong. Et globalement, chez eBay, ça me coûte plus cher de traiter des actions de Hong Kong que des actions ADR. Voilà. Donc c'est pour ça que je les achète en ADR. Voilà. Après, sur OTC, ça dépend un peu. Là, effectivement, on était sur le marché OTC. Après, j'ai pris la première, le premier truc de Google. Hein. Voilà, je me suis pas pris la tête. Mais globalement, entre l'OTC et le marché de base, les prix suivent quand même assez bien.
Et aussi, il faut noter une chose, sur BID, sur Alibaba, sur Tencent, etc., vous avez quand même du volume sur l'ADR. Même si vous les achetez aux OTC, généralement, vous avez du volume aussi. Donc, il y a du volume partout. Oui, mais Jules, je pense que ça n'existera plus dans le sens où quand ça t'est arrivé il y a quelques années, à un moment où les acteurs c'était très très rare et où il a fallu beaucoup de temps pour faire. Là, je pense que globalement, le monde économique et le monde financier est beaucoup plus à même de faire des transactions en se disant bah, j'avais un ADR ou j'avais un OTC et maintenant je dois détenir la société à Hong Kong, donc il faut qu'on me transfère ça. Après, bien sûr, c'est prendre un risque. Hein. Il y a toujours un risque et il sera jamais de zéro. Après, je comprends que toi, maintenant que tu as été vacciné une fois, tu te dis voilà. Après, c'est toujours la même chose. Je crois que chez Interactive Broker, la différence c'est de l'ordre de 0,50 de frais entre les États-Unis et Hong Kong. Voilà. Rien n'empêche de faire Hong Kong parce que du coup c'est 0,50 dans la poche de eBay en plus. Est-ce que ça vous change votre vie? Pas forcément. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, avec BNP, ouais, alors ça, ouais. Il faut un broker. De toute façon, si vous avez des gros comptes et que vous commencez à travailler un peu sur tous les marchés, il faut plutôt un broker spécialisé pour ça, soit Saxo, soit des brokers américains, Interactive Broker, etc. Mais les banques françaises, pas terrible. Hein. Pas terrible, terrible. Non, 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 j'ai pas réponse à tout. Quand je connais la réponse, je te la donne. Après, voilà, si je l'ai pas, je l'ai pas. Mais bon, écoutez, je suis un peu fatigué. Donc voilà. Ouais, bah ça, des rachats d'actions, il y en a toujours eu. Alors, la famille rachète d'LVMH, des Christian Dior. LVMH rachète ses propres actions. Et Christian Dior rachète ses actions et rachète du LVMH. Ça vous fait un sacré bon taux quand même. Hein. Mais je suis convaincu qu'LVMH va devenir un cannibaliseur d'actions dans les années à venir. Je, je suis convaincu de ça. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour les membres de l'Elephant Investing Club, je vous dis à vendredi. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Burberry, j'ai des doutes. Ça fait très longtemps qu'on dit ça sur Burberry et toujours un peu compliqué. Enfin, je préfère LVMH à Burberry. Mais c'est mon côté, quand on achète des grosses valeurs, je préfère vraiment la crème de la crème plutôt que de prendre des trucs un peu en dessous pour gagner 15% de plus, quoi. Mais voilà. Allez, bye bye.